Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, nous allons parler de displacement, pas de displace modifier comme on l'a vu la dernière fois, qui permet d'appliquer un displace directement sur le mesh, mais un displacement shader qui est compilé, calculé au moment de l'interprétation du matériel dans le moteur de rendu. En plus, vous avez de la chance parce que depuis peu, depuis quelques versions maintenant, le displacement shader n'est plus uniquement compatible avec Cycles, le moteur de path tracing qui était présent historiquement depuis très longtemps dans Blender, mais maintenant on peut également faire du displacement shader directement dans Eevee pour profiter un petit peu de l'avantage de la rapidité du moteur de rendu. Donc je vous montrerai aujourd'hui comment mettre ça en application, quels sont les avantages et les inconvénients du displacement shader, du displacement mesh, est-ce qu'on peut passer facilement d'un à l'autre? Petit spoil, non, c'est pas si simple. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les assets de base et je vais créer avec Shift A un mesh de type plane. C'est vraiment ce qui va nous servir de base. Et on va faire globalement la même chose que la dernière fois dans un premier temps, j'insiste bien. Après, je vous montrerai un petit peu tous les shaders procéduraux qu'on peut mélanger sur du displacement. Et on fera peut-être même un petit exemple sur le vert qu'on a vu la dernière fois. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais utiliser pour cela une texture qui est celle-ci, donc la même que la dernière fois, donc vous pouvez vous refaire la vidéo, mais ça vient du site anciennement appelé CC0 Texture et qui maintenant s'appelle Ambient CG, où vous pouvez télécharger plein de matériaux procéduraux PBR directement sur le site. Et je vais aller dans le Shader Editor, je vais faire New. Là, on remarque quelque chose, on n'en a jamais vraiment parlé lors de la formation, mais dans le Material Output, on a 4 entrées. Donc la thickness, c'est l'épaisseur, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique, on va pas le voir aujourd'hui. La surface, on l'a déjà vu, c'est tout ce qui est surface de mon asset, donc la texture, les matériaux qui vont être présents à l'extérieur de ce dernier. Le volume, c'est ce qui est présent à l'intérieur d'un objet. Donc si par exemple je veux faire un verre fumé ou de la fumée tout simplement à l'intérieur contenu dans un domaine, ben, c'est ce qui permet de le faire. Et on a le displacement. Vous remarquez une chose, c'est que le displace, si je survole ici, il nous indique bien que c'est un vecteur et j'ai la même chose qu'en normal. Donc c'est la même donnée qui est attendue en normal ou en displace. Donc des fois les gens quand ils débutent confondent un petit peu les deux valeurs, c'est pas tout à fait la même chose. Les deux attendent les mêmes informations, mais les deux ne se comportent pas de la même manière. Le normal rajoute du micro-relief, du micro-détail à la surface d'un asset en faisant des variations de normal pour simuler des rebonds de lumière différents, alors que le displacement, quant à lui, va vraiment bouger, modifier la topologie, comme on l'a vu la dernière fois, ce que là, ça va être uniquement une interprétation au moment du shader, de la compilation, de l'interprétation du moteur de rendu. Donc là, je suis bien par défaut en Eevee, je vous le montre. On verra les deux manières. Ne vous inquiétez pas, on peut passer d'un à l'autre facilement. Alors je vais prendre ma texture displacement, je vais la mettre juste ici, tac, en drag and drop. Je passe en non-color parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir une interprétation de couleur sur cette dernière. Je vais faire Shift A et je vais rajouter un autre qui s'appelle Displacement. Alors je vous fais très rapidement un récap parce qu'on l'a déjà vu en détail la dernière fois. Comment se représente une texture de displace? On a des valeurs grayscale, donc un gradient de gris, du noir et blanc. Noir était une valeur de 0, blanc était une valeur de 1, et en fonction de cette valeur, Blender va pousser ou enfoncer les points de ma surface en fonction d'une valeur qu'on appelle le mid-level, qui est le niveau médian d'interprétation de ma texture, donc un gris moyen à 0,5 par défaut, et on va pouvoir pousser avec un multiplicateur de scale ma texture. Donc globalement, ça, si on est ici, on va pousser vers l'extérieur, si on est dans un creux, on va pousser vers l'intérieur. Vous allez voir, c'est beaucoup plus visuel quand on vous le montre. Donc je vais prendre ma color, je vais le mettre sur la hauteur, c'est très important, je vais mettre mon displace sur mon displace. Par défaut, il ne se passe rien pour plein de raisons et c'est tout à fait normal. Je suis en mode solide, donc là je ne demande pas à Blender de faire une interprétation de rendu, ni un aperçu, il ne fait aucun calcul de texture. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur Material Preview Mode juste ici, et là voilà ce qui se passe. On a quelque chose qui est un petit peu étrange, on est à moitié convaincu. Alors effectivement, on a bien des petites variations qui apparaissent sur ma surface, donc ça c'est cool. Mais par contre, on n'a pas du tout, vous voyez, si je me mets sur le côté, on n'a pas du tout de relief qui apparaissent. Ça c'est tout à fait normal, c'est parce que par défaut, Blender, quand on rajoute un node de displacement, pour optimiser un petit peu tout ce qui est affichage, il considère que par défaut, on veut uniquement utiliser ça comme du bump. Le bump c'est quoi? Ça se rapproche un petit peu de la normale, sauf que c'est pas une interprétation de normale. Mais c'est globalement la même chose, sauf que c'est une technologie qui est un petit peu plus ancienne, il me semble, et qui permet de travailler uniquement sur du noir et blanc et non pas sur des vecteurs. Donc c'est un petit peu plus faible en termes de comportement comparé à la normale, parce qu'on transmet beaucoup moins d'informations. Alors ça peut faire l'affaire sur plein de cas de figure, mais là c'est pas notre cas. Nous, on veut vraiment indiquer à Blender qu'on veut du displacement. Donc je vais sélectionner mon matériel output, je peux appuyer sur N pour afficher le panneau de droite, je vais dans Option,
Et juste ici, regardez ce qu'il met. Dans Displacement, il me met Bump Only. Moi, je veux pas ça. On a également Displacement Only pour avoir uniquement de Displacement, et on a Displacement and Bump, qui est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'il va à la fois calculer le displacement et les micro-détails qu'il ne peut pas forcément réaliser en termes de displacement, mais il va le mettre sur une approximation de bump mapping, donc c'est exactement ce qu'on veut. Et je peux, hop là, réduire ce panneau. Peut-être qu'on fera des petits allers-retours sur ce dernier quand on passera en cycles pour vous montrer que tout est bien hérité. Et là, voilà ce qui se passe. J'ai une interprétation un petit peu bizarre, mais on remarque, quand je vais sur le côté, que l'ancienne position de mon plane et le nouveau a bien changé. Si je bouge le mid-level, vous voyez que j'ai bien quelque chose qui se passe. Si je bouge le scale, également j'ai quelque chose qui se passe, mais j'ai pas vraiment de variation. On a exactement les mêmes contraintes que la dernière fois, c'est-à-dire que vu qu'on est dépendant et tributaire de la densité de points de mon mesh, je suis obligé de rajouter des subdivisions pour qu'il ait suffisamment de densité pour pouvoir bouger les points. Là, il a que 4 points, donc il peut pas les bouger. Il pourrait bouger les 4 individuellement, mais ça ferait juste une aberration un peu plus géométrique parce qu'on n'a pas de subdivision au milieu. Donc on aurait juste une forme un petit peu bizarre. Donc comment je vais faire? Je vais rajouter un modifier de type Subdivision Surface, comme ceci. Je vais passer un mode Simple, et je vais mettre mon level viewport par exemple à 6. Et là vous remarquez que déjà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait la dernière fois. Donc pour avoir quelque chose de qualitatif, je vais passer à 8, comme ceci. Et alors là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui font un scale en Z pour écraser le mesh. Je ne vous le conseille pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un scale qu'on appelle non homothétique. On essaie d'aplatir un mesh qui est déjà plat, donc c'est un petit peu une aberration en termes de philosophie de 3D. Il y a quelque chose qui est fait exprès pour ça, c'est le scale qui est juste ici. Donc le scale, je vais pouvoir le mettre par exemple à 0,1. Et là, où est-ce qui se passe? Je vous réexplique rapidement également le mid-level. Le mid-level, vous voyez, vu qu'on a des valeurs dans notre texture qui vont de 0 à 1 globalement, bon, ça peut être moins 0,8 à 0,8 par exemple, si vous n'avez pas les extrêmes. Mais par défaut, Blender considère que le mid-level, qui est ici, donc une valeur de degré à 0,5, c'est le milieu de mon objet, c'est la valeur où il ne doit pas bouger le point. Donc si vous avez un pixel gris à 0,5 sur votre texture, vu que c'est égal au mid-level, il ne bougera pas, il restera sur le plan de base, et c'est pour ça que globalement, ma texture est centrée en hauteur par rapport à ça. Malgré tout, dans certains cas de figure, ce qu'on veut, c'est avoir un displace qui est positif, donc qui va pousser les éléments, ou un displace qui est, si je mets moins 1, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, un mid-level à 1. Ah oui, alors c'est soit 0, soit 1. Les autres valeurs sont un petit peu aberrantes parce que c'est juste un offset. Là, vous voyez que les valeurs maximales vont atteindre l'ancien niveau. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Des fois, c'est plus simple de gérer le displace de la sorte pour paramétrer des contacts avec un asset. Par exemple, je sais que si là, je mets un cube qui est posé sur mon sol, hop là, en 0, si ma texture est bien faite, quand je passe en mode rendu, j'aurai pas... Alors j'ai un petit gap parce que j'ai pas ma valeur qui atteint le 1, hein, mais vous voyez, si j'ai une valeur maximum sur mon asset, voilà ce que je vais avoir. Donc ça peut être plus simple des fois pour gérer certaines problématiques de collision entre les assets. Mais globalement, voilà comment ça fonctionne. Alors le gros avantage, c'est quoi? Alors déjà, je pourrais vous montrer en affichant très rapidement, hop là, ma color que je mets juste ici et que je mets dans ma base color pour avoir un matériel un petit peu plus complexe. Voilà ce que j'ai. Alors le gros avantage, c'est que là, vu que j'utilise des textures, ça fonctionne nickel, là, je peux vraiment faire ce que je veux. Le gros avantage, c'est que je vais pouvoir, en temps réel, déjà changer un petit peu ces valeurs-là, comme on avait sur le modifier, mais surtout, c'est quelque chose qui ne va pas du tout alourdir ma viewport, parce que je vais être tout le temps, par exemple, en mode solid mode, et c'est uniquement quand je vais lui demander d'interpréter le rendu qui va afficher le displace. Donc c'est beaucoup plus optimisé parce que c'est plus le moteur de rendu qui prend le relais, plutôt que l'interprétation 3D de votre viewport qui serait directement fait sur le modifier. L'autre avantage, c'est que j'ai beaucoup plus de souplesse. C'est-à-dire que là, si je veux mélanger par exemple plusieurs textures, je vais enlever la base color, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, si je rajoute un noise texture, qui ressemble, alors je vais hop là, enlever le displace, qui ressemble à ceci. Je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Imaginons que je mélange ces deux valeurs. Donc à la fois celle-ci et celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un node de type mixcolor. Et ça, ce serait beaucoup plus complexe de le faire avec le modifier parce qu'on n'a pas un calcul, un système nodal de texture comme on l'a ici. Si je fais quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez que j'ai toujours mon ancienne texture, mais en plus, j'ai une surcouche gérée par celle-ci. Donc là, ça veut dire qu'en temps réel, je vais pouvoir indiquer à Blender que j'ai une nouvelle texture de type displacement qui est calculée automatiquement. Je vais enlever ça, tac. Et du coup, ça me permet de rajouter des irrégularités un petit peu sur mon mesh.
Alors à chaque fois, l'interprétation est un petit peu plus longue, notamment si vous êtes en cycles. Vous voyez là, par exemple, je suis passé de quelque chose qui ressemble à ceci, où j'ai vraiment quelque chose de très brut, très régulier, à quelque chose qui ressemble à ça, où là, j'ai des petites variations, vous voyez, de hauteur. Donc ça me permet vraiment de rajouter des surcouches, et l'avantage, c'est que c'est full procédural. Donc en temps réel, vous voyez que je peux changer ici une interprétation de mon display, je peux rajouter plus ou moins de détails. Donc vous voyez, ce serait intéressant pour rajouter des petits détails à la surface. Je peux rajouter de la distorsion si j'ai envie. Voilà, je peux vraiment faire ce que je veux. Je pourrais faire tout type de shader. Et là, je suis parti d'une texture qui existait déjà, que j'ai téléchargée de CC0 Texture, mais je pourrais faire quelque chose qui est totalement full procédural. Je vous montrerai ça juste après. Je dis on, mais je suis tout seul. Plusieurs dans ma tête, mais je suis tout seul. Donc je vous montrerai ça juste après, vous inquiétez pas. Donc c'est à peu près les avantages de cette stratégie-là. L'autre avantage, c'est que je vais pouvoir driver les valeurs de mid-level et éventuellement de scale également avec une texture. Donc imaginons si je réutilise un petit peu celle-ci, je mets hop là, à 0 sur la distorsion, je pourrais changer le scale de manière procédurale, c'est-à-dire que en fonction de cette texture-là, j'aurai pas la même intensité, ou également, je pourrais changer le mid-level. Alors là, ça vous paraît pas forcément explicite, je pense, mais voilà, sachez que, vous voyez, avec les variations de mid-level, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus poussé. Et si je veux changer le scale, sachant que moi, j'aimerais bien avoir une valeur qui est quand même assez faible, je peux toujours, avec un node math, faire une petite subdivision ou même une multiplication par 0,1, ce sera plus simple plutôt que diviser par 10, je préfère cette approche-là. Et voilà ce que j'ai. Et du coup, en temps réel, je pourrais changer un petit peu l'intensité donc du scale de mon displacement en fonction d'une texture. Et donc là, très facilement, je pourrais avoir un shader qui est assez convaincant de A à Z uniquement avec un displacement. Alors le gros avantage de ça, c'est que si je passe en mode rendu, si je mets par exemple une light de type sun, que je mets comme ça, vous voyez que j'ai des véritables ombres qui sont calculées et qui marchent assez bien. Je vais même mettre une petite image HDRI, Open HDR, on va se mettre sur petit Forest Tech. Et alors, sachez que c'est quand même beaucoup plus rapide en termes d'interprétation, parce que là, lui, il fait le calcul de displacement uniquement au moment du rendu. Donc, c'est quand même assez léger. Et moi, ce que je vous conseille également, c'est d'avoir un level viewport différent entre votre viewport et votre rendu, pour avoir une viewport qui est vraiment fluide, et uniquement switcher au moment du rendu. Donc, on pourrait très bien avoir du 0 ici, dans mon level viewport, ce qui signifie que j'aurai aucune interprétation de displacement. Mais si je mets une caméra, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. C'est un petit peu le même principe que la dernière fois. Là, si je fais un F12, hop là, j'ai bien mon displacement qui apparaît. Et vous voyez que c'est très rapide. Donc ça, c'est quand même cool. Autre avantage, c'est que tout ça est compatible à la fois avec Cycles et Eevee. C'est-à-dire que si je passe en Cycles, je passe en GPU, sinon ça va faire ramer l'enregistrement. Pareil, par défaut, on ne l'a pas d'activer parce que, souvenez-vous, on vient de mettre du 0 dans la viewport. Mais si je mets à 8, j'ai très beau displacement qui apparaît sur ma surface. Donc je pourrais même pousser un petit peu plus. Hein. Là j'ai mis 8, mais si je mets 10 par exemple sur le rendu, normalement si je fais un F12, alors avec Cycles vous connaissez, vu que c'est du path tracing, c'est beaucoup plus long en termes d'interprétation de rendu, mais voilà, j'aurais vraiment quelque chose qui est assez convaincant en termes de shader. Après la texture de base est assez bien. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux faire quelque chose de full procédural? Parce que là, on a fait uniquement des textures, on a mélangé une de base avec du procédural, mais un exemple qui serait pas mal, c'est par exemple le vert. Le vert qu'on a fait 2 vidéos précédentes, qui ressemble, souvenez-vous, à ceci. Ben, sur ça, je vais vous montrer qu'à partir de cette modélisation de base, on peut très facilement changer complètement l'apparence de mon objet uniquement avec du displacement. Alors comment ça marche? Je mets un node de type displace, je le rajoute ici. Je vais mettre par exemple du wave texture, comme ça. Je vais juste l'afficher dans un premier temps sur mon mesh pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi j'aimerais bien qu'il soit en Z, comme ceci. Et grâce à ça, vous allez voir un petit peu comment on va opérer. Je vais mettre ma color sur ma hauteur. Vous voyez que là, on a des sortes de variations. Mais souvenez-vous, pour que ça fonctionne bien, je dois aller dans le Material, dans Option, et lui indiquer dans Setting que je veux du Displacement and Bump. Et en baissant un petit peu mon scale, par exemple à 0,1, voilà ce que je peux obtenir. Alors là, c'est pas très beau. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petits soucis. Déjà, j'ai pas assez de subdivision, donc je vais l'augmenter. Je vais le mettre par exemple à 6. Alors ça va devenir un petit peu lourd, c'est normal, je suis un petit peu exagéré, mais ça vous permet un petit peu de voir comment... Allez, on va le mettre à 5.
Sinon, peut-être que le résultat sera un petit peu trop long. Et on switchera quand on aura quelque chose de convaincant. Donc pareil, le mid-level permet de changer, vous voyez, en temps réel, la manière dont on interprète ça. Je vais mettre à 0,1. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'échelle ici de ma texture. Donc par exemple, avec une texture qui ressemble à ceci, voilà, je pourrais vraiment obtenir quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec mon verre de base. Je peux même rajouter une petite color ramp juste ici, changer un petit peu l'interprétation. Au lieu d'avoir quelque chose qui est noir à 100%, je te la mettre du gris pour éviter de trop accentuer le displace. Et voilà ce que je pourrais obtenir. Alors si on a des parties un petit peu fines comme ça peut venir effectivement du mid-level. Donc je vais un petit peu le baisser, je vais mettre à 0,15 par exemple. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, à partir de mon verre de base, je vais pouvoir quand même très facilement obtenir des formes géométriques qui sont assez sympas. Je peux même rajouter de la distorsion si j'ai envie. Je pourrais rajouter plus ou moins de détails si jamais je veux des variations différentes sur mon asset. Je pourrais même déplacer, donc faire une petite animation sur mon verre qui ressemble à ça. Donc là, le potentiel est assez infini, donc ça c'est quand même cool. Et un exemple de base, vous voyez par exemple, voilà, ceci, ça aurait été beaucoup plus loin modélisé, donc on passe de ça à ça uniquement avec le displace. Donc c'est quand même une technique qui est assez intéressante, je trouve. C'est pour ça que je vais vous la montrer. Parce que parfois, il faut pas trop se prendre la tête sur la modélisation de l'asset de base. On sait que là, ça on aurait pu le modéliser, hein. Mais l'avantage c'est que là, en temps réel, je vais pouvoir faire plein de tests. Donc on peut se dire, ok, ça c'est pas mal, mais bon, j'aurais vu autre chose. Donc on peut changer le type d'interprétation ici en SAW pour avoir quelque chose de beaucoup plus tranchant sur l'interprétation de ma wave texture. Est-ce quelque chose qui ressemble à ça globalement? Vous voyez, là j'ai encore une forme qui est, une fois de plus, totalement différente et qui est assez intéressante, je trouve. Si je passe en mode triangle, j'aurai encore autre chose. Donc c'est vraiment à vous de faire des petits tests pour voir un petit peu ce qui correspond à votre attente. Voilà, donc je pourrais le faire en diagonale. Alors là, bien évidemment, vu on a un petit peu de détails et trop d'échelle, ça fait pas forcément des résultats pertinents. Mais voilà, donc on peut facilement rajouter du displacement sur des assets qu'on a déjà traités pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pourrais également vous montrer avec... attendez que je réfléchisse un petit peu dans le mode texture, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Si je vous mets du Voronoi texture, par exemple, je pense qu'on peut obtenir quelque chose qui est pas mal. Si j'affiche le Voronoi, alors qui par défaut, on va se mettre en texture coordinate et on va mettre du mode object, sinon ça va faire quelque chose qui est pas fou. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Si je me mets en distance to edge, par exemple, si je mets ça, je pense que vous imaginez un petit peu ce que ça peut rendre. Si je mets ça dans ma hauteur et que je mets mon display sur mon displace, voilà ce que j'obtiens. Donc encore quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça, pour le coup, le modéliser, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là, on a quelque chose qui est assez sympa, un petit peu en mode... souvent, vous savez, il y a des animations dans les films ou dans les jeux où des personnages ou des assets se transforment en quelque chose d'un petit peu... du rocher, de la pierre un petit peu précieuse, mais ça peut être intéressant de faire des animations par rapport à ça. Et là, une fois de plus, tout est éditable en temps réel. Donc, que ce soit l'échelle, je peux avoir quelque chose de plus ou moins petit, que ce soit les détails de ma texture, que ce soit la roughness de celle-ci, la randomness, si je veux quelque chose de parfaitement aligné ou non, pourquoi pas, vous voyez, pareil, ça pourrait être intéressant en termes de résultats. Et je peux changer le type d'interprétation, donc revenir sur celle de base ou autre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand même, quand on passe par le displacement shader, on a des gros avantages qui sont dus à la possibilité donnée par Blender de tout le système de shading, donc qui est totalement procédural, donc très facilement, je peux mélanger des choses. Je pourrais très bien, là aussi, par exemple, si je reviens sur du distance to edge, voilà, si je reviens sur quelque chose qui ressemble à ça, si vous avez bien compris ce qu'on a fait tout à l'heure, je pourrais très bien mélanger avec un mix color. Je pourrais mélanger ces deux pour avoir à la fois, vous voyez, le côté crénelé qu'on a créé juste avant. Donc je vais repasser en sinusoïde, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu adouci. Donc à la fois cette interprétation-là, mélangée, vous voyez, on peut bien passer d'une à l'autre, mélangée à la nouvelle. Donc ça, on ne pourrait pas le faire directement dans le mode présent de Blender, d'éditeur de texture. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de passer par du procédural pour faire ça. Donc on serait obligé de faire une texture, de la baker, de la réinjecter dans le modifier displace. L'avantage malgré tout,
et le gros inconvénient de ça. L'avantage du modifier displace, c'est que vu que c'est fait sur le mesh, toutes les opérations où on va chercher des informations de position de points sur le mesh, comme du scattering ou d'autres choses, ne fonctionnera pas avec du displacement shader. Si là je mets des particules par-dessus, elles vont pas interpréter le volume de mon objet, elles vont interpréter l'ancien, vraiment le mesh. Vu que je ne bouge pas à proprement parler les positions du point dans son environnement sur le mesh directement, je le fais uniquement au moment du rendu. Donc tout ce qui est calcul pré-rendu ne fonctionnera pas avec le displacement shader. C'est quelque chose qui est très important. Pareil pour les exports. Là, si j'exporte mon verre, dans aucun moteur de rendu, je vais récupérer cette forme-là. Sauf si je réapplique un displacement après coup. Mais si je veux vraiment le collapser, l'appliquer sur mon mesh, pour ça, je suis obligé de passer par le displacement shader. Vu que ça modifie la topologie, quand je vais l'exporter, ça va suivre automatiquement. Mais ce sera beaucoup plus lourd. Voilà, donc c'est à vous un petit peu de faire la part des choses en fonction de l'objectif de la réalisation de votre mesh. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le displacement shader, si il vous faut retenir 2-3 choses, on rajoute un node displacement, on met les modifications dans la hauteur, on le relie en l'entrée displacement, on active bien évidemment ici le displacement and bump. Si je mets que du displacement, vous voyez, on perd un petit peu en détail, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Ça se fait généralement si ensuite vous rajoutez de la normale après coup dans votre shader. Donc c'est à vous de gérer un petit peu en fonction de ce que vous voulez. C'est compatible à la fois avec Cycles et Eevee, et je vous conseille de mettre des valeurs assez basses quand vous êtes en mode viewport, notamment dans les subdivisions qui sont nécessaires que vous soyez en modifier displace ou en shader displacement. Dans tous les cas, on est dépendant de la topologie. Donc voilà. Et le gros avantage de ceci, c'est qu'on peut profiter de tout l'espace procédural pour vous gérer vraiment les textures comme vous voulez. Soit mélanger plusieurs procéduraux, soit mélanger une texture de base avec du procédural, vous faites vraiment ce que vous voulez comme quand vous avez des shaders de base. Et l'avantage, c'est que vous pouvez très facilement récupérer les sorties pour le mettre par exemple sur la color. Oui, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et voilà, ça, ce serait par exemple totalement impossible, littéralement, avec l'éditeur de base proposé par Blender de texture quand on n'est pas dans l'environnement de Shader Editor et directement dans le modifier. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Très rapidement, on enchaîne sur la formation, on va voir plein de petits assets, on va passer bientôt à tout ce qui est lighting, FX, simulation, rendu, compositing, etc., etc. Encore plein de choses à faire, on n'est même pas à la moitié. Donc à la fois ça passe vite et à la fois ça passe pas vite. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des choses à chaque vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.